Cette session, la conférence de Carlos Arturo Trossmann, Oui, donc qui est traducteur, chercheur, écrivain, qui a travaillé sur la question du corps, des rapports entre le corps et l'idéologie, et qui nous offre aujourd'hui une conférence sur les relations entre le corps, le contact et la perception dans la globalité virtuelle. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bon. Et bonjour, je vais remercier infiniment à David Le Breton pour son gentille invitation à ce colloque qui témoigne une fois en plus de sa profonde générosité. Le Breton, sa générosité est également présente dans ses livres et dans son attitude toujours de disponibilité et d'encourager la recherche sur les corps. Et aussi à tous les organisateurs ici, et à tout qui est présent ici. Merci. Et j'ai travaillé aussi pendant 26-27 années comme professeur enseignant pour personnes handicapées avec l'expression corporelle et expression musicale. Alors, je viens du travail corporel sensible à la théorisation. J'étais pendant 10 années à la coordination des mouvements des travailleurs corporels et rechercheurs corporels de l'Argentine, qui sont personnes qui n'ont pas de théorisation avant ces mouvements. OK. Bon, je vais lire parce que c'est plus facile pour moi. Penser les corps, c'est penser le monde, dit David Le Breton. Les corps est un territoire où se croisent le monde intérieur et le monde extérieur, les fantasmes inconscients et les structures sociales. Les significations du corps et les liens corporels sont déterminés par les sociétés et ils varient selon les époques et les cultures. Dans les corps, des aspects de la physique, force, espace-temps, de la biologie, la vie et la mort, de la psychologie, les sens et les liens, et de la culture, images, croyances, valeurs sont mis en jeu. Les corps implacables nous rappellent les temps qui passent, nos limites et notre singularité. Il évolue dans un espace social. On n'a pas un corps naturel, mais un corps culturel. Le corps est une construction culturelle et sociale qui n'existe en aucun cas à l'état naturel. Cette idée de la naturalité du corps est précisément un mécanisme préjudiciable qui bloque la possibilité de penser le corps humain comme faisant partie de la culture et des contradictions sociales. On parle par exemple de sexualité naturelle ou d'instinct maternel. Et le naturel est déterminé par les lois de la nature et ne peut être modifié. Et vous savez que pas tout le monde veut avoir des enfants. Et la sexualité, a changé beaucoup. La naturelle est déterminée. Ces questions qui sont déterminées par la nature, pour vous, comment et quand nous mangeons, notre sexualité et avec qui, notre session d'amour, quand est votre session d'amour, vous savez ça, notre situation économique, sociale et culturelle. Et les structures sociales régissent les relations entre soi et les autres, et comment distribue-t-on les ressources, l'économie, les droits et les devoirs des citoyens. Cette organisation et cette distribution sociale est basée sur une idéologie et une culture avec des pratiques diverses de production de corps. Voilà, il y a beaucoup. Le corps est signifié par la culture et régi par la culture et par la biologie. Les moyens de production du sujet et de la subjectivité. Les pouvoirs des intérêts économiques de plus en plus concentrés transcendent les frontières, les politiques régionales des pays et surtout les intérêts de l'humanité sur la santé, l'alimentation et le développement humain. C'est pour ça qu'il écrit, parce que je ne prononce pas bien. L'idéologie dominante impose une pensée unique selon la logique du conquérant colonisateur. Je viens de l'Argentine, de l'Amérique du Sud. L'invasion, l'assimilation, l'intégration forcée. Je pense que ces conquêtes continuent avec tout le monde, les Européens aussi, et c'est la conquête des pouvoirs économiques sur toutes les subjectivités. Et ils ont pratiqué avec nous, premièrement, non?
Aujourd'hui, avec l'invasion de l'espace privé et de la subjectivité par le biais du contrôle des moyens de production de la subjectivité par les médias. Quand j'étais jeune, quand j'entends les métros, il n'y a pas aucun de bruit, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de TV. Maintenant, il y a des radios, des TV, tout le temps, l'espace a été occupé, envahi par les médias. Alors, je vais parler de colonisation et conquête. Les médias envahissent les espaces visuels et auditifs aussi que ainsi que les espaces subjectifs, des espaces qui étaient libres jusqu'à ce qu'ils soient colonisés. Cette innovation, car l'information nous est imposée. Il s'agit d'une occupation violente de l'espace libre afin d'envahir la subjectivité et de la manipuler. Cette violence à l'encontre de nos sens s'est naturalisée de ces faits. Elle n'est plus remise en question. Les personnes qui ont né il y a moins de temps que moi ne connaissent une autre chose que la TV à tous les moyens de transport. C'est une colonisation de la subjectivité. L'information pénètre la subjectivité et devient contenu. Elle donne forme à notre intériorité et à notre manière de penser et percevoir le monde. La perception n'est pas une donnée de la nature, mais une construction culturelle qui exige un entraînement méticuleux ainsi qu'un apprentissage social. Décoder fond et forme n'est pas seulement une question de plan et de distance, ni d'intensité de lumière et de son. Ce décodage est possible par l'importance attribuée à chaque élément de la perception aux résonances qu'elle provoque amenant des sens. Ces signifiants rendent familière ce que nous percevons. Ceci qui nous permet de les mettre dans un cadre, les connaître et pouvoir ainsi nous situer dans le monde. La perception est subjective et personnelle. Elle est référentielle car placée dans un moment interne et aussi historique et social précis. David Le Breton, dans Les Savoirs du monde, une anthropologie du sens, dit « L'anthropologie du sens repose sur l'idée que les perceptions sensorielles ne découlent pas seulement de la physiologie, mais surtout d'une orientation culturelle qui laisse place à la sensibilité individuelle. Quand la perception est médiatisée par le virtuel des écrans, elle est décodée au préalable et orientée par le serveur et par l'idéologie des prestataires. Notre perception est expliquée avant d'être ressentie. Au lieu de ressentir la température extérieure sur notre peau, il faut regarder les mobiles. Oh, quel temps il a! Alors, l'expérience de savoir est ainsi modifiée. Le corps devient de plus en plus un support de notre vie virtuelle. À force d'écarter la chair, de faire l'impasse sur le corps en tant que support de notre existence, nous sommes en train de perdre les saveurs du monde. Les contacts virtuels, c'est la qualité spécifique du contact qui nous laisse pas intacts, indemnes. Tout contact transforme. Qui est devenu dangereux avec la pandémie, les contacts, c'est ce qui est évité, c'est ce qui est craint. Dans les contacts virtuels, on perd l'épaisseur du corps et aussi l'épaisseur du lien, ce qui appauvrit la communication et on reçoit moins d'informations vitales et affectives. Certains mécanismes ne s'enclenchent pas, comment ça s'appelle pour les voitures. Le contact. Les contacts. Ne fait pas contact. Sans les contacts physiques, quelque énergie ne fait pas de contact. Et certains mécanismes ne s'enclenchent pas et certains circuits ne sont pas complétés pour permettre le flux de l'énergie. Face à l'absence de contact avec l'autre et avec les autres, les données transmises par les moyens électroniques prennent la place du contact. Avec le temps, on s'y habitue et on parvient à considérer l'effet de recevoir constamment de l'information que nous n'avons demandé parce que nous n'avons pris contact avec l'information. L'information envahit à nous. Mais qui s'impose malgré nous comme étant une communication valide. Les contacts humains, c'est de la communication. Ce sont des toucheurs qui s'y rencontrent, qui s'y retrouvent, qui se touchent, qui s'y perçoivent. Toute communication est signifiante.
elle nous dit quelque chose. Elle est décodée ou interprétée en fonction des paramètres de notre culture et de notre intériorité. Dans le virtuel, le contact est différent. Il manque le toucher, on fait l'impasse sur des épaisseurs et des rituels. Les différents codes culturels sont érodés, l'épaisseur du monde et ces différentes géographies disparaissent. Le flux d'informations qui se déploie dans les contacts corporels face à face est un énorme mouvement d'énergie. Personne n'en sort indemne car les contacts nous modifient toujours. Je sens donc je suis, écrit David Le Breton. Notre maladie principale est la fragmentation, le fait de ne pas nous percevoir comme un tout et comme partie d'un tout. C'est la culture antique, non? Partie d'un tout. Sans contact corporel, la sensation nous manque, l'action de sens, afin de pouvoir produire une interprétation, une explication et déterminer une action en conséquence. On ne peut pas sentir ni nous ressentir. Face à ce manque, les données fabriquées remplacent le sentir, la sensation, installant ainsi une explication fonctionnelle à la source des données. Savoir et sentir, et pour sentir, on a besoin de prendre contact corporel. Les contacts produisent un type particulier de savoir. Dans les contacts, nous nous reconnaissons. Ils mobilisent les sens, les sentiments et les pensées. Ce qui est important est que sans les contacts, il n'y a pas d'empathie possible. Hein? Qu'est-ce que j'ai parlé hier avec... Pas n'importe. La marche et le silence, hein? C'est question de l'effrayon. L'esprit ne domine pas le corps, mais en fait partie. Il forme une unité dans l'action. Notre existence est corporelle. Face à cette occupation des espaces libres, à cette sursaturation de sens implicite dans les messages envahissants des médias, l'art, les silences et les non-sens deviennent nos alliés à l'heure de retrouver du territoire et de la subjectivité. Afin de générer des espaces vides où il est possible de se développer à partir du fait de ne rien faire en vue d'un objectif. Dit Le Breton, marcher sans raison, en éliminant de la pratique toutes sortes d'appréciations utiles avec une intention déterminée de contemplation, implique une résistance face à cet utilitarisme et, par la même occasion, est important face au rationalisme qui est son principal bienfaiteur. Il est aussi important d'opposer de la résistance aux formes envahissantes de la culture grâce au silence, dit David Le Breton. Je connais David en marchant par Mexique parce que nous parlons, marchant beaucoup. Quand je vais à tout part en marchant aussi, notre amitié avait son naissance en ce moment. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Corpographie. David a fait les préfaces et il me dit que je suis un flâneur. Alors, comme lui. Bon, la résistance. Générer et entretenir des espaces subjectifs vides, sans intention ni objectif, où nous pourrons nous percevoir et développer nos capacités et notre pouvoir en dehors de l'incubateur social qui nous tient informés 24 heures sur 24, est une attitude révolutionnaire. Elle résiste qui envahit notre subjectivité. Ceux qui s'y promènent, qui contemplent, qui méditent, qui observent, qui sourient et qui soupirent, sans aller à un endroit précis, sans chercher à atteindre un objectif, sont suspects d'humanité et dangereux, ainsi qu'ils s'affichent de liberté. La liberté. C'était un... Je suis le dernier. C'est dans cette marche sans but, dans cette déambulation des flâneurs qui apparaît le corps. En percevant le corps, je me perçois moi-même. En me percevant, je peux penser et me penser moi-même. Respirons dans le nombril, connectés à notre individualité et au cosmos créateur qui nous entoure ici. Je pratique le Qigong en gymnastique chinoise. Il y a des positions statiques dans le Qigong et il y a une position qui s'appelle Wuxi, qui est le vide absolu,
Alors, qu'est-ce qu'on fait en wuxi? Rien. C'est le plus difficile de tous les exercices de Qigong. Faire rien debout. Alors, dans enseignant, on peut percevoir l'entourage et nous-mêmes. Je vous propose 2 minutes. 2 minutes de faire un exercice. Maintenant, alors, posez les mains, tout le monde. S'il vous plaît, posez les mains sur le nombril. On va faire des silences. On va respirer jusqu'à le nombril. Et asseyez bien. Les pieds sur la terre. La tête sur le ciel. OK. OK. Et alors, on va respirer sur le nombril, les yeux relâchés et les oreilles très, très ouvertes pour écouter très loin, très loin. Et on va respirer dans le nombril et on va faire rien 1 minute. En minute, c'est beaucoup. Je veux dire, pour finir, nous sommes tous natifs de la planète et aussi de notre corps. Faisons de la résistance à la colonisation en restant natifs de nos corps. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour une petite question de la salle. Oui, j'aimerais Oui, allez-y, je vous en prie. En tant que praticienne en enseignement, parce que moi j'enseigne, je suis enseignante, je voudrais vous demander si vous pourriez nous recommander une pratique artistique, instructrice. Artistique. Oui, instructrice, qui aille chez les enfants qui aient un petit handicap ou qui soient un petit peu handicapés, de sorte qu'on puisse faire valoir leur corps, malgré leur handicap. Oui, et l'handicap, comment c'est ça, a aussi, il y a des problèmes corporels, biologiques, non? Et il y a des problèmes le jugement de la société. Alors, dépendant, il faut savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour le corps. C'est toujours la respiration et le rythme, le travail sur la respiration et le rythme, se connecter avec la respiration, avec le rythme, avoir l'empathie comme enseignant, avoir le même rythme respiratoire que les enfants, et après commencer à travailler avec le rythme pour développer des autres actions avec ces personnes. Comme nous l'avons fait tout à l'heure. Oui, c'est vous percevoir, et c'est l'empathie, je parle toujours de l'empathie. L'empathie est nécessaire, avoir le rythme de l'autre, et sortir de la tête, sortir de régulation du propre corps pour comprendre à l'autre. Et alors, percevoir le rythme respiratoire de l'autre, commencer à respirer et travailler dans ce rythme toutes les actions avec les enfants. Merci. Oui. Merci. Bon, merci à vous. Gracias. Merci.